La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est le patron des LR et ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour et bienvenue Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. La répression sanglante se poursuit en Iran. Arrestations, tortures, tirs à balles réelles. Rien ne semble arrêter le régime des mollahs. Une intervention américaine semble imminente. En tous les cas, Donald Trump menace clairement. Emmanuel Macron a quant à lui condamné une violence d'État. Est-ce que vous estimez, Bruno Retailleau, que la position de la France est suffisamment claire, sans nuance, sans ambiguïté? Malheureusement, cette mécanique, cette prudence diplomatique, pour moi, elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu. On a une sorte de murmure plaintif, de chuchotement timide. Mais ce qui se passe en Iran est décisif. Ce qui s'était passé d'ailleurs en 79, qui a été une grande année de bascule, vous souvenez-vous, il y avait l'Iran, il y avait Kaboul, l'Afghanistan avec l'invasion russe et avec tout ce qui s'en est suivi aujourd'hui. Mais l'Iran, clairement, c'est une menace. C'est une menace énorme pour son propre peuple. C'est un carnage, des milliers de morts. C'est une menace pour la région, du Yémen au Liban, de la Syrie à l'Irak. C'est une menace pour le monde. Alors, prolifération nucléaire. Prudence et l'islamisme, l'exportation de l'islamisme. Alors comment expliquer une telle prudence? Que pèse, que vaut la voix de la France dans une région aussi importante et emblématique, et alors que les Iraniens et les Iraniennes crient? Je pense que la voix de la France, nonobstant notre poids économique qui s'est terriblement affaibli, mais la voix de la France est toujours entendue, notamment auprès des oppositions iraniennes. J'en connais certaines, notamment celles proches de Reza Pahlavi. Mais on attend beaucoup plus de la France. Berceau des droits de l'homme, berceau des Lumières, berceau aussi d'une conception du monde. Et la France est absente. On rappelle, on convoque un ambassadeur. Et alors ? Il aurait fallu faire tellement plus. Par crainte de quoi? Par crainte. Provoquer un basculement sur place. Il est par vrai... crainte, parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes en réalité. Est-ce que nous croyons en nous-mêmes pour pouvoir parler clairement? Parce que si on veut que la France agisse, il faut d'abord avoir une parole claire, ferme. Ensuite, il faut des actes. Et on pourrait avoir des actes. On pourrait geler les avoirs, par exemple. On pourrait geler les avoirs des dignitaires, des mollahs, etc. On pourrait encourager l'opposition. On pourrait, notamment à la Commission européenne, puisqu'il y a 2 ans, 3 maintenant pratiquement, une résolution qui n'était pas impérative à l'époque avait été votée par le Parlement européen pour classer au titre sur la liste des mouvements terroristes, précisément les révolutionnaires, les pasdaran. Les révolutions de la République islamique. On ne fait rien de tout cela. Vous jusqu'à encourager, vouloir l'intervention américaine. On sait par ailleurs que ces interventions extérieures, notamment en Irak et en Libye, ont produit ce qui s'est passé, notamment Daesh en Irak. Est-ce qu'il faut encourager aujourd'hui une intervention extérieure? C'est très différent parce que là, c'est le peuple qui se soulève. C'est le peuple qui se soulève. Et je ne sais pas si dans les prochaines heures, les États-Unis d'Amérique interviendront. En tout cas, si le régime des mollahs tombe, croyez-moi, ça n'est pas moi qui pleurerai. Je m'en réjouirai pour le peuple. Aujourd'hui, on parle, vous vous rendez compte, de milliers de morts. Ça n'est plus un massacre, c'est un carnage. Les gens qui sont blessés sont poursuivis jusque sur leur lit d'hôpital. Les Iraniennes se battent pour leur liberté. Liberté aussi, Bruno Retailleau, de ne pas porter le voile. Pour Manon Aubry, a-t-elle dit ici même, c'est un bout de tissu. Ce sera donc, là je fais une transition avec ce qui se passe en France, la position sans surprise de LFI lors de l'examen en commission ce jour à l'Assemblée de la proposition LR, notamment de Laurent Wauquiez, d'interdire le voile aux moins de 18 ans. Et du côté du bloc central, même si Gabriel Attal veut l'interdire pour les moins de 15 ans, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut passer? Ou alors, dans une année électorale, c'est un sujet trop... Je pense que ça ne passera pas, y compris dans le fameux bloc central. Moi, j'en ai fait l'expérience. Vous vous souvenez, j'étais ministre de l'Intérieur et j'avais dit, en parlant du sport, j'avais dit « Vive le sport et abat le voile ». Ah oui, parce que pour moi, dans les grandes manifestations sportives, dans les compétitions sportives, on ne doit pas avoir une distinction en fonction de la politique, certains du y ont vu un slogan trop caricatural qui blesse tout le monde. Exactement, mais non, mais pour moi, justement, le sport, il faut le préserver parce que c'est un moment rassembleur. Et on avait bien vu les cœurs, bien sûr, le cœur de la bien-pensance qui avait dit « Mais monsieur Retailleau, qu'est-ce que vous dites là? Chacun est libre. » Non, le voile, notamment le voile islamique, c'est en réalité beaucoup plus qu'un bout de tissu. C'est la volonté de séparer, de séparatisme. Nous ne sommes pas comme vous. C'est la volonté
tenter aussi de dire aux femmes, cachez, si j'ose dire, ce visage qu'on ne saurait voir. Vous êtes d'un statut inférieur à celui de l'homme. C'est insupportable dans une démocratie, dans une république. Ceux avec lesquels vous avez notamment siégé, en tous les cas, vous avez participé au gouvernement, ne pensent pas comme cela. En tous les cas, ne vont pas voter. Alors, je dois dire quand même, je dois à la vérité de dire que, y compris à Renaissance, certains que je connais pensent comme cela. Pas tous, c'est l'aile droite, si j'ose dire, de Renaissance. Mais vous avez une partie de Renaissance qui puise ses racines à gauche, qui n'est pas du tout d'accord là-dessus. Un certain nombre de centristes non plus. Mais encore une fois, je l'ai toujours dit, évidemment que toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Mais tous les islamistes, tous, sans exception, veulent imposer le voile aux femmes. En France, Bruno Retailleau, autre actualité, la colère paysanne reste vive, en particulier contre l'accord du Mercosur qui sera donc signé là cette semaine, samedi, par Ursula von der Leyen. Sébastien Lecornu promet une loi d'urgence agricole en mars. La France insoumise et le RN déposent donc chacun une motion de censure. Elles sont examinées en particulier là dans les prochaines heures en protestation de ce traité. Le PS a dit qu'il ne votera pas la censure et les LR. En politique, vous me connaissez, il faut toujours faire ce que l'on dit. C'est-à-dire ? J'avais dit avant, la semaine dernière, que si Emmanuel Macron votait pour le texte, alors nous pourrions le censurer. Et c'est vraisemblablement cette menace qui a agi et qui a fait qu'il a changé de pied. Il a voté contre. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que tout se passe à Bruxelles aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'est pas... Il a voté contre, donc pas de censure des LR. Pas de censure des LR, puisque nous avions dit, pour que nous, on censure, il faut vraiment... qu'il vote... Ça mange pas de pain, qu'il vote pour ou contre. Ah ben ça mange du pain. Si, pardonnez-moi, la Commission européenne s'est assise sur le Parlement national. Ça a marché. La France a envoyé clairement, le chef de l'État a voté contre. Bien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la motion de censure en France, ça n'apporte rien du tout. C'est désormais au Parlement européen que cela va se jouer. Moi, je considère que Ursula von der Leyen et la Commission ont trahi les agriculteurs. On a cessé de leur imposer des normes. Et désormais, du Mercosur, de ces pays-là, on voudrait importer de là-bas les molécules, les pratiques, les antibiotiques, par exemple, pour faire grossir les animaux, les bovins, qu'on interdit en France. Ça n'est plus la préférence européenne, vous voyez. C'est un dévoiement total de l'Europe. Jadis, on parlait de préférence européenne. Désormais, c'est la préférence étrangère. Ça n'est plus l'Europe européenne, c'est l'Europe pour les autres, l'Europe pour les éleveurs brésiliens et pas l'Europe pour les éleveurs vendéens, vous voyez. On vous écoute là avec attention, mais en quoi alors Bruno Retailleau, n'est-ce pas, vous n'êtes pas, vous et les LR, un simulacre d'opposition. Vous dites non à la censure. Par ailleurs, vous siégez au Parlement européen avec le PPE d'Ursula von der Leyen, qui nous a donc, si je vous comprends bien, précipité dans cette situation. Vous êtes hostile au Mercosur, mais c'est une ministre LR, suspendue certes, mais LR, qui porte le dossier. Franchement, expliquez-nous le grand écart. Franchement, vous me posez plusieurs questions. D'abord, la ministre, elle n'est pas une ministre LR. Elle a fait un choix, je l'ai désapprouvé, j'ai demandé à ce qu'on la suspende. Elle ne peut plus s'autoriser à parler pour le LR. Mise au point que je fais à nouveau pour Annie Genevard. Deuxième chose, Ursula von der Leyen, souvenez-vous qui l'a imposé ? Qui l'a imposé d'ailleurs contre le patron du PP aujourd'hui, Manfred Weber, et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que nous avons fait, notamment François-Xavier Bellamy ? Nous avons voté contre. Nous avons même voté une censure contre elle. Et PPE, c'est le même groupe au Parlement européen, que nos spectateurs et auditeurs le sachent. Attendez, on verra ce que font d'ailleurs les députés européens Reconquête qui siègent dans le groupe de Mme Meloni. C'est aussi avec Mme Meloni qui nous a, si j'ose dire, trahi, qui a changé de pied et qui, il y a quelques jours, était contre... Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a changé de pied, elle était contre le Mercosur, elle a négocié, elle était contre le Mercosur. Donc j'espère que cette question, vous la poserez à ces députés qui siègent dans le groupe de Mme Meloni, qui s'apprête justement à conforter l'accord du Mercosur. Parce que sans l'Italie, notamment avec la Pologne et quelques autres États, nous avions la minorité de blocage. Quand même, Bruno Retailleau a rameuté, pardonnez-moi le terme, d'autres pays, nous la France. Est-ce que l'accord du Mercosur, pour vous, pour l'homme politique que vous êtes, et depuis de nombreuses années d'ailleurs, par rapport à votre histoire, par rapport à l'Union européenne, ça pose de véritables questions. Est-ce que vous pensez vraiment que la France peut encore défendre ses intérêts à l'intérieur de l'Union européenne ? Je l'ai dit souvent, nous sommes terriblement affaiblis. Je l'ai vu comme ministre de l'Intérieur, même si j'ai réussi à faire bouger les lignes, notamment avec la directive retour qui va être profondément modifiée contre les clandestins. Mais un pays, encore une fois, qui a un déficit, le pire des déficits budgétaires, qui trahit toutes ses promesses. Nous avions promis que nous reviendrons à l'équilibre
moins de 3% en quelques années, grâce notamment à la réforme des retraites. Eh bien, nous avons suspendu cette réforme. Notre voix est affaiblie parce qu'un État qui ne tient pas ses comptes, je le redis à votre micro, est un État qui n'a plus de voix, qui ne tient pas son rang. Oui, mais c'est l'Union ça. européenne, c'est c'est le traité de Lisbonne. Et là, vraiment, LR, est-ce que... non, mais je souris parce vous avez que voté contre. J'ai voté contre. Bien, mais vous faites partie d'un parti qui a donc fabriqué ce monstre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de quitter l'euro. Y compris d'ailleurs Mme Le Pen, qui voulait hier le Frexit, ne le propose plus. Avant-hier, elle voulait quitter l'euro, elle ne le propose plus. Je prends l'histoire là où est l'histoire. Je viens de vous dire la chose suivante. C'est que l'Europe s'est bâtie comme une préférence européenne et que désormais c'est la préférence étrangère. J'ai vu, moi, l'industrie française se faire écrabouiller. Et c'est l'agriculture aujourd'hui qui est en train de se faire écraser. Regardez la balance des paiements, la balance commerciale. Oui, on regarde on commente, Monsieur Retailleau. Mais justement, il faut changer de logiciel. Le logiciel européen aujourd'hui est français. Parce que la double mâchoire qui a broyé l'industrie, qui est en train de broyer l'Europe, c'est quoi? C'est moins de protection à l'extérieur et toujours plus de réglementation de normes à l'intérieur. Il faut faire l'inverse. Il faut se protéger comme le font toutes les grandes puissances aujourd'hui. On se protège à l'extérieur, on n'autorise pas des molécules, des pratiques qu'on interdit chez nous, et on libéralise en France. On permet par exemple aux agriculteurs, c'est un dossier que je connais bien, d'accéder à l'eau. Les 3 dernières années ont été les années les plus chaudes depuis qu'on mesure justement le climat. Eh bien, si on interdit aux agriculteurs d'irriguer, d'avoir accès à l'eau, mais ça veut dire que demain on aura un problème de souveraineté alimentaire. Ou peut-être dès aujourd'hui. Déjà, et vous exactement. Dites que, déjà depuis l'an dernier. France pèse si elle a une voix forte et si elle n'est pas tenue par ses déficits. Pourquoi alors est-ce que vous vous apprêtez à voter un budget qui, selon certains, et peut-être de votre point de vue, est un budget socialo-macroniste? Alors, je ne sais pas ce que sera le budget. Pour l'instant, il y a une copie. Non, mais il y a une copie. Vous avez des doutes? Il y a la copie du Sénat. Ça n'a rien à voir avec la copie du gouvernement. Elle est partie à l'Assemblée nationale. Je pense que ce budget ne sera pas voté et je pense que pour le voter, il y a simplement le 49.3 ou l'article 47, c'est-à-dire les ordonnances. Ça veut dire les LR, que feront-ils? On se déterminera en fonction du fond. Ce que Monsieur Retailleau, moi je suis sûr que vous connaissez déjà le fond de la copie. Ah non, je ne la connais pas. Non, parce que la copie aujourd'hui, c'est la copie du Sénat. Vous pensez qu'il va y avoir une réduction qu'il y aura moins d'impôts et une réduction des dépenses? C'est ce que nous souhaitons. Oui, mais est-ce qu'il y aura ça? En tout cas, il faut se déterminer. En politique, on se détermine. Eh bien, si ce n'est pas le cas, il est hors de question qu'on vote. Mais si c'est les ordonnances, parce que j'entends beaucoup parler des ordonnances, le Parlement ne sera pas en fait engagé et le Parlement ne sera pas consulté. Ce serait quand même un déni. C'est la constitution de la Ve République. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, écrasement du Parlement. Arrêtons. Aujourd'hui, il nous faut un budget, voilà. Et le budget, le meilleur possible. Non, le meilleur possible. C'est moi qui vous le dis. Pas question. La matraque fiscale, ça va bien, et il faut s'attaquer enfin aux dépenses publiques. Il faut faire maigrir l'État, et il faut responsabiliser, notamment un système social trop généreux qui encourage l'assistanat. C'est ce que vous dites à travers un projet économique que vous avez développé il y a quelques jours, par exemple. Vous dites qu'il faut le compte social unique, mais ça m'inspire une question vraiment pour vos électeurs et sympathisants, Bruno Retailleau. Pourquoi maintenez-vous en vie ce qui semble être quand même un macronisme finissant? Moi, je ne maintiens personne en vie. Écoutez, j'ai été le premier à dénoncer la suspension de la réforme des retraites, notamment la foire à la fiscalité. On a voté contre, au Sénat, nous avons voté contre le PLFSS. Et je suis sorti du gouvernement quand j'ai vu que le chef du gouvernement devenait l'otage de M. Faure, du Parti socialiste. Donc, celui qui est aujourd'hui la béquille du gouvernement, c'est Olivier Faure, c'est le Parti socialiste. Les élections municipales approchent et certaines villes, Bruno Retailleau, promettent des batailles homériques. Alors on peut citer Nice, Paris, sans doute avez-vous d'autres exemples en tête. Et plus largement, est-ce que vous confirmez ce matin qu'il n'y aura pas d'alliance locale, soutenue en tous les cas par vous-même et votre parti avec le RN, au risque d'une suspension de votre part? Je prends l'exemple du Haut-Rhin. Apparemment, c'est une stratégie d'alliance des droites. Et le président des LR du Haut-Rhin s'est allié au RN et vous l'avez suspendu? Je veux, oui. Parce que pour moi, la politique, c'est la clarté. On a Éric Stroman à Colmar. Excellent candidat, excellent élu. On l'investit, il est LR. Et le président de notre fédération va soutenir un autre candidat. Attendez, mais s'il avait soutenu un candidat Horizon, un candidat Renaissance, mais je l'aurais suspendu, tout pareil. Mais c'est la loyauté. Vous dites ce matin que si c'est mais attendez, on a un élu sortant, on a un maire, il est LR. Et on l'investit. Et vous vous rendez compte que le président de la fédération
va voir ailleurs. Mais c'est une faute de loyauté. En voyant dans les sondages tout ce que disent vos sympathisants électeurs qui sont pour cette union des droites, ce n'est pas le pire des crimes et des châtiments. Vous me posez la question sur Colmar, je vous réponds. Voilà. Si nous ne faisions pas respecter une forme d'autorité, de clarté, mais de loyauté, où en serions-nous? Vraiment, nos militants, nos électeurs. À 7% dans les élections présidentielles. Oui, mais justement, je pense que la droite française a perdu des électeurs parce qu'elle n'a pas eu une ligne claire, cohérente et constante. Et ce que j'essaie de faire, moi, à la tête de mon parti, ça a commencé notamment avec les propositions économiques. Ça n'est pas rien, on sort des 35 heures, on baisse notamment le coût pour l'entreprise, mais surtout c'est plus d'un 13e mois qu'on donne en termes de pouvoir d'achat aux salariés, en travaillant un peu plus. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et le compte social, pour moi, c'est pour plafonner à 70% tout ce que reçoivent les aides, c'est-à-dire les revenus de solidarité par rapport au SMIC. Je ne veux pas que le revenu tiré de l'assistance soit supérieur au SMIC. Je veux qu'il soit inférieur d'au moins 30% au SMIC. C'est pas totalement incompatible avec certaines propositions du RN. Hein. C'est pour ça que je pose la question sur une alliance. Ah ben si. Je sais, je vais sur vous les dire, retraites, ils n'ont pas voté les retraites, ils n'ont pas voté sur le RSA, les 15 jours. Si demain vous n'avez pas le choix, Monsieur Retailleau, s'il y a, et ce n'est plus un scénario de science-fiction politique entre Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Bardella. Écoutez, moi je vais tout faire, Sonia Mabrouk, on en reparlera, j'en suis sûr, pour que la droite, pour qu'on ait un bon candidat, de droite. Et j'ai toujours dit que le seul cordon sanitaire que je mettais, moi, c'était vis-à-vis de LFI. Je me suis toujours exprimé là-dessus. Pour moi, LFI n'est plus dans l'arc républicain. C'est absolument très clair. Ils encouragent une forme d'antisémitisme sous prétexte d'antisionisme. On l'a bien vu, notamment Maduro. Pour eux, ça n'est pas un dictateur. On l'a vu sur le Hamas, qu'ils ont refusé de condamner comme un mouvement terroriste, etc., etc. Ça va bien. Et en plus, ils mettent des cibles dans le dos des policiers et des gendarmes. La police tue, là encore. Donc, les Insoumis, pour moi, ne sont plus un parti républicain. On va conclure, Bruno Retailleau, c'est un sujet important parce que là, on est au-delà de la politique, c'est un sujet même anthropologique, hein, l'euthanasie. Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions au sein des LR au Sénat, puisqu'en commission des affaires sociales, eh bien, il y a eu un vote pour l'euthanasie en changeant quasiment le mot, ou peut-être des virgules, donc en validant le principe d'une assistance médicale à mourir. Moi, je pensais que vous étiez toujours contre. Je le suis toujours, bien sûr, mais vous savez que c'est une question éthique qui traverse tous les parti politique, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, face à la souffrance, il faut tendre une main et non pas donner la mort. Et pourtant, moi je lis, la Commission a juste remplacé le droit de l'aide à mourir par une assistance médicale à mourir. En quoi la commission a cherché à faire un moindre mal. C'est-à-dire que sur un tel sujet, elle a voulu dire, voilà, ce n'est pas ceux qui veulent mourir, mais ceux qui vont mourir. On va s'inscrire dans la loi Claes-Leonetti. Si vraiment on ne peut pas soulager une souffrance réfractaire, alors il peut y avoir un geste létal. Je réprouve cette position. Vous le réprouvez du Sénat, votre maison, si je puis dire. Parce que dans cette commission, je vais vous dire, il y a un certain nombre d'autres partis qui sont sur une ligne clairement d'euthanasie. Voilà. Et on n'a pas la majorité dans toutes ces commissions. Et là encore, ça divise, y compris au sein des partis. C'est normal. C'est une affaire de conscience. Pour moi, c'est une rupture anthropologique. Pour moi, ça n'est pas un texte de fraternité. Je voterai donc contre et je m'exprimerai solennellement au Sénat. Je ne me cacherai pas. Je prendrai la parole pour dire et pour développer des arguments qui sont des arguments, encore une fois, qui tiennent à la vulnérabilité, qui tiennent à une éthique de la fragilité. Et je pense qu'on doit développer les soins palliatifs parce qu'on le voit bien, tous les professionnels, tous les soignants nous le disent, quand il y a un accompagnement humain, quand il y a du soin, alors la demande de mourir disparaît la plupart du temps. Merci Bruno Retailleau. Et je sais que vous avez souvent dit cela dans des tribunes dans le Figaro, d'où ma dernière question véritablement. Ce sont les 200 ans de ce grand journal et dont nous avons d'illustres représentants comme Vincent Trémollet ou Alexis Brézé. Je les écoute en quinconce à 7h50. Une anecdote toujours avec un tel journal? J'ai beaucoup d'anecdotes. En tout cas, je suis très redevable. J'exprime mon sentiment de gratitude à un journal qui exprime la plus belle tradition du journalisme à la française, parce qu'on y voit des grandes plumes et on voit ce mélange heureux, fécond, entre le journalisme et la littérature. Hier, Fabrice Lucchini a lu un certain nombre de textes de Houellebecq, de Beaumarchais, mais aussi notamment de Proust, et on voit que ces intellectuels qui font en même temps qu'ils nous donnent leur regard sur l'actualité, il y a quelque chose de fécond et de profondément français. La France est une patrie littéraire, je l'ai souvent dit, et on a bien vu que ce mélange des gens est heureux, en tout cas
pour nous éclairer sur un monde chaotique. Et ça se passe au Grand Palais pour célébrer ce bicentenaire. Et nous sommes fiers d'être partenaires du Figaro, évidemment, sur Europe 1 et CNews. Merci Bruno Retailleau. Merci Sonia Mabrouk. Bonne Merci. journée.